Bonjour à tous. Hello, everybody. Aujourd'hui, on aura les services d'interprétation. Comme vous voyez de la diapo, s'il vous plaît, choisissez votre langue. Et vous pouvez rester dans le canal principal si vous êtes bilingue, car le webinaire aura des présentations en anglais et en français. Hello, everybody. As you see, today we have the interpretation. So please choose your preferred language. Today, stay only in the global channel if you are French and English speaker, as the webinar will have both languages today. Je propose d'attendre juste une minute, de permettre que certaines personnes qui sont peut-être un peu en retard nous rejoignent et on va commencer tout de suite. I propose you to wait just 1 minute more and then we start. Thank you. Sophie, on voit plus la première slide, on voit la deuxième et qui n'est plus dans le mode présentateur. Bonjour à tout le monde. Donc, on va commencer. On est déjà à 4 minutes. On a dépassé déjà les 4 minutes. Donc, Sophie va remettre le mode présentateur. En même temps, comme je vous ai dit, si vous voulez suivre le webinaire en anglais ou en français, s'il vous plaît, cliquez sur l'icône interprétation, le globe que vous trouvez en bas, et choisissez votre langue. Hello, everybody. If you want to follow this webinar in English or in French, please click on the interpretation icon that you see, the small globe that you see below, and select your preferred language. Je vais vous donner aujourd'hui quelques instructions. Donc, ce webinaire a une durée d'une heure et 15 minutes. Donc, on va terminer dans 1 heure 15 minutes. Tous les micros, comme vous voyez, sont coupés. Les micros des participants sont coupés. Diapo, Sophie, s'il te plaît. Tous les micros sont coupés, mais vous pouvez utiliser la section questions et réponses que vous trouvez en bas dans l'option. Si vous ne le voyez pas, il faut rentrer dans les 3 points, dans les plus, pour la trouver selon l'impostation de votre Zoom. Dans la chat, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter, vous pouvez juste présenter les noms, la fonction et le pays d'où vous vous êtes connecté. Toutes les questions que vous voulez diriger aux panélistes, s'il vous plaît, mettez-les dans la session questions-réponses. Si vous voyez qu'il y a des questions que des collègues ont mis et qui sont très intéressantes, utilisez la puce pour la voter. Comme ça nous permettra aussi de mieux sélectionner les questions à poser aux panélistes après. Ce webinaire est enregistré. Donc, l'enregistrement sera disponible, ça sera mis en ligne sur le site du CALP Network. Sophie, la présentation n'est plus là, si tu peux la remettre et après, si on peut aussi lancer les petits sondages, s'il te plaît. Donc, comme je disais, je demande aux panélistes de parler doucement, clairement. Prenez votre temps afin que les interprètes puissent faire une interprétation de qualité.
Sophie, est-ce que tu peux lancer aussi les petits sondages, s'il te plaît? Sinon, je... Donc, dans les petits sondages, on vous demande très rapidement de prendre quelques secondes pour nous dire dans quelle position vous couvrez et aussi dans quelle région vous couvrez. Sophie, est-ce qu'on peut avoir la présentation, s'il te plaît? Et passer à la prochaine diapo. Donc, merci beaucoup. Bienvenue encore à toutes et à tous à cette webinaire, Remote Targeting Approach Global Lesson and Application in Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, quand le CALP a décidé d'organiser cette webinaire, on avait trois objectifs. Donc, un objectif, c'est celui de vous mettre à connaissance, de partager les différentes méthodologies, les différentes méthodes pour effectuer un ciblage à distance qui sont disponibles aujourd'hui. Comme vous le savez, la technologie est en train d'avancer beaucoup et il y a désormais des technologies qui sont disponibles pour effectuer du ciblage à distance ou pour aider à faire un ciblage avec aussi une composante à distance. Une deuxième raison, c'était aussi pour vous mettre en évidence les limites et les risques de l'utilisation du ciblage à distance, parce que comme toute technologie ont quand même des risques, donc les risques surtout de discriminer certains bénéficiaires qui sont peut-être très vulnérables, mais qui éventuellement pourraient être discriminés en utilisant des méthodologies de ciblage à distance. Et troisième objectif, c'était aussi de réfléchir, voir aussi, lancer les débats surtout au niveau régional et voir ce que vous pensez. C'est pour cela qu'on vous invite vraiment à poser beaucoup de questions, beaucoup de réflexions dans la section questions et réponses que vous pouvez trouver en bas. Nous voudrons, avant de commencer les différentes présentations, nous voudrons vraiment remercier aussi notre bailleur, le Bureau des Affaires humanitaires de USAID, qui nous permet aussi de faire ce webinaire. Et nous voudrons vraiment aussi remercier les deux organismes qui ont participé avec les CALP à l'organisation de ce webinaire, la Banque mondiale et aussi les PAM, qui ont mis à disposition leur personnel pour faire cette présentation et partager des leçons apprises et des expériences, comme on va voir très bientôt. Sophie, s'il te plaît, est-ce que tu peux partager les résultats du questionnaire? On voudrait voir aussi qui est, voilà, on voudrait voir qui est parmi nous, qui est en train d'assister. Donc, on va voir qu'on a la majorité, c'est des personnels des organismes internationaux, mais on a aussi une sorte de bailleurs, des indépendants. On a aussi des ONG locales et des agences des Nations Unies. Et alors, comme on s'attendait, la majorité, les 53%, est du personnel, des personnes qui suivent les contextes régionaux, mais on a aussi 14% du contexte de l'Afrique de l'Est et du Sud et 20% du contexte global. Slide, diapo, s'il vous plaît. On passe alors, on voudrait alors vous présenter les intervenants. Donc, je les laisse la parole pour se présenter. En commençant, Brice, la parole à toi. Ok, merci Mirko. Mon nom c'est Brice. Bonjour à tous les panélistes. Je suis Brice Baembagoa. Je suis le chargé du ciblage. Je suis basé à Dakar pour le PAM, au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Laura Bermeo, spécialiste en protection sociale pour la Banque mondiale.
actuellement basé en Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je m'excuse d'abord pour mon accent, j'espère que ça va être assez clair. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Mathieuda Lalarobay. Je suis analyste de la sécurité alimentaire. Je travaille avec le bureau du PAM à N'Djamena. Merci. Good morning, good afternoon. My name is Rory Crew. I'm CALP Technical Advisor, focusing on data and digitalization. I've got a global role and I'm currently based on the East Coast of the US. Merci beaucoup à tous pour votre présentation et on peut passer à la dernière slide de mon côté, l'agenda. Donc, voilà, comme vous voyez, on est déjà dans l'introduction, on a presque terminé l'introduction. Donc, on aura aujourd'hui 3 présentations avant de passer à la table ronde, là où on va poser des questions. Donc, la première présentation sera faite par notre collègue Rory, et ça sera une présentation assez générale sur les différentes méthodologies du ciblage à distance. Après sa présentation, seguira la présentation faite par Laura avec l'expérience de la Banque mondiale avec leur programme RDC Congo. Et pour terminer avec la 3e présentation du PAM sur leur expérience au Tchad. Donc, la table ronde sera organisée avec un certain nombre de questions que vous avez déjà soumises lors de l'enregistrement et pour lesquelles je vous remercie beaucoup. On a reçu pas mal de présentations qui nous ont permis déjà aussi de prendre en considération dans les présentations. Et j'espère qu'on aura aussi le temps pour répondre à la plupart parmi eux. Comme je vous ai dit, s'il vous plaît, ajoutez des questions que vous avez ou des commentaires que vous avez sur les différentes présentations afin qu'on puisse aussi répondre à d'autres questions que vous pourrez avoir lors de cet webinaire. Je terminerai avec une petite clôture et vous disant les prochaines étapes que nous on compte suivre au CALP. Voilà, avec ça, je laisse la parole à Rory. Slide, s'il te plaît, Sophie. Merci beaucoup. Fantastic. Thank you very much. As Mirko said, this is quite a brief introductory presentation here to give everyone some idea of what are the possibilities, some of the risks, and some of the questions that we should be asking ourselves when we're considering a remote targeting approach for a CVA, for a cash and voucher assistance program. But first, to take a step back and consider, what is remote targeting? So remote targeting, we currently define as remote target is the use of non-traditional data sources to determine eligibility for enrollment to receive payments as well. So it's often used complementary or in replacement of our traditional targeting techniques. So most of us in the Western Central African region will be using a community-based targeting approach, or if on a social protection program will be a PMT approach. So this is using other data sources which might be out there, either that exist or we collect ourselves as new primary data to consider who is eligible to be enrolled in a particular program. So next slide, please. Some of the common data sources to be used with remote targeting is mobile phone communication metadata. So that's something that in particular Give directly, and we're going to hear more specific examples on this later in the session, have been using. Satellite imagery, financial data, so that could be mobile phone, mobile money transaction data, that could be some sort of credit history, financial history, or other banking data. Administrative databases, and these we generally consider would be ones held by governments, such as tax data, any sort of financial submissions made, or any sort of regional databases, and then social media data as well. So those, most of the remote targeting can fit into one of those 5 categories there. Next slide, please. We're just going to very briefly go through some examples to give you a flavor of what remote targeting looks like. And I think this will really help everyone get the most out of the in-depth presentations we're going to hear about Chad and DRC next as well.
And I've tried to give one example of each type of data source that is commonly used as well. So you've probably heard about this one, the GiveDirectly work in Togo. GiveDirectly paid 138,000 people. They partnered with the government, and they used two types of remote targeting data as well. They used satellite imagery, which was used for geographic targeting, to help to narrow it down from a country level to a particular district or region as well. And then mobile phone data for household targeting. So it was a two-step approach there. And then once they'd got a list of households which they considered eligible for enrollment, they then messaged them the pre-selected numbers and allowed them to self-enroll for the program as well. And interestingly, with this one, GiveDirectly found that call detail records, so that's actually metadata about calls and SMSs and communications that were made, were a better indicator on vulnerability than the mobile money transactions, which I thought was very interesting and perhaps counterintuitive as well. Next slide. Mercy Corps in Lebanon, again, they use satellite imagery, but this one was remote sensing of what they call night light reflectors. What they did, they looked at where areas were illuminated by electric light in the evenings and how that changed over time. And as the price of diesel in Lebanon increased after the recent crisis, certain areas which couldn't afford as much diesel to run their generators at night had less nighttime illumination. So that was a useful proxy for a geographic area that was perhaps more vulnerable than others, because as the price of diesel increased and there was no grid electricity, they couldn't afford the diesel to run their generators all night as well. So that again helped them with a geographic targeting, starting at the country level and then going down to a district or neighborhood level, using that as a proxy for vulnerability. UNICEF Kenya, and again, a quite well publicized example, they used an administrative database. So the government, along with some international donors, had been running the HSNP, which we're probably quite familiar with, the Hunger Safety Net program. So it was a large-scale government-led social protection program. And they've got various ways that that program can be scaled up when there is a climate shock, or in some cases, the risk of a shock as well. So the humanitarians, CVA actors in the country, are able to access that data and then give humanitarian top-ups either to people on the program or people who are on the potential enrollment for that program as well. So this is a good example of the use of administrative databases and sharing data between the governments and then the humanitarian CVA program as well. Next slide. GiveDirectly Florida. They used a machine learning model, so quite a complex technical approach, to look at satellite images of areas before and after a hurricane. So they were able to see, and you can see on the picture there, before there is a building that's intact there, and then the satellite went over a few days later, and you can see that that building there has now been at least partially destroyed. They trained an AI or machine learning model to identify areas where lots of buildings had been destroyed, indicating that the hurricane had passed over and caused significant damage. Then they took that data, so a means of geographic targeting, and then overlaid some government poverty data. So it was actually food stamps data. That's a common social protection program in the US. So they were able to then identify areas that they considered had higher levels of poverty. By compiling those two data sets, they were able to identify areas that had high poverty and high damage from the hurricane.
And then they were able to get contact details for people in those areas, and then sent them links where they could self-enroll for a particular program as well. Next slide. Use of social media data, so Facebook or Meta. So various places in the Caribbean and the Ukraine, this has been used. So they were able to use social media data, people who had location services turned on in their app to monitor movement of people, comparing the data from before the crisis and after the crisis as well. So you can see the areas in blue there are where people were living before the crisis, and then they could see grids where people had moved from after the shock had occurred as well. And this wasn't specifically used for CVA programming, but it was used to indicate where people might need support as they had moved into a new area, so they were able to direct them to the right shelters and provide immediate in-kind assistance as well. But there's no reason this couldn't have been used for a CVA program. And similarly, other financial institutions as well have been doing similar things, tracking movements across borders as well. Next slide. And the last one here, so GSMA have been looking at mapping where there are areas of countries without mobile phone reception, likely indicating they are quite vulnerable because they're not connected to the mobile network, and then overlaying that with various government data sets such as poverty data, and then areas of interest such as schools, refugee camps, displaced people camps, and health centers as well, to identify geographic areas of vulnerability. Next slide. And then the US government used tax data to share relief stimulus payments to households under a certain threshold as well, another administrative database. So we've now seen some examples of the most common examples of remote targeting, and we'll hear more specifics, but each method has its own pros and cons. And we really want to consider that there are risks to doing this as well. We often talk about duplicating existing exclusions in a digital world as well. There are often data responsibility considerations in this, and we often consider that these are supplementary tools as well. So we're not on this webinar ever going to be saying that this should be a replacement for your traditional targeting. This can be used as another tool. Next slide, please. So things to consider. As we're hearing from the panelists today and their experiences and examples, consider, is this solving a problem that the communities you make payments to face? Would these approaches work where you're working? What's the simplest method that you could use as well? We should always probably start with the simplest method. Consider geographic and household targeting separately. If you are going to be doing this, what relationships can you set up now rather than waiting until a shock has happened? And then can these approaches to be used to promote a locally led response here as well? So as we're hearing from the panelists today in the presentations, these are things that we should be considering. Thank you, and that's me done. Thank you. Merci beaucoup, Rory, pour cette présentation. C'est très bien. Je pense que ça donne vraiment l'idée des différentes méthodes qui sont disponibles. Mais comme tu l'as bien dit, je retiens 3 points. C'est l'analyse des données qui peut aussi créer des exclusions des bénéficiaires dans des contextes très vulnérables. Donc, faire attention. Les méthodologies de ciblage à distance doivent venir en complément, pas en substitution de d'autres méthodologies qui sont utilisées. Et finalement, toute la question d'analyse et des données, qui est une question très pertinente et qui doit être vraiment considérée. Voilà. Merci encore, Rory. Donc, on peut passer à la prochaine présentation, les cas de la Banque mondiale au Congo. Laura, over to you. Merci beaucoup, Mirko. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager l'expérience que nous avons eue à Kinshasa dans l'utilisation de l'imagerie par satellite et des données de téléphonie mobile
pour le ciblage d'un programme d'urgence en réponse à la COVID-19. Next slide. Donc, le programme StepKin a utilisé une combinaison d'outils numériques et de sources de données non traditionnelles pour conduire à distance les ciblages, l'auto-enregistrement et le paiement des bénéficiaires à une grande échelle et à distance. Je vais partager quelques éléments de contexte, puis expliquer cette approche numérique avec un accent sur les ciblages à distance et présenter les résultats principaux et finalement les principaux défis et risques que nous avons identifiés. Next slide. Donc, en termes de contexte, Kinshasa est une méga-ville d'autour de 15 millions d'habitants et un taux de pauvreté de 69% avant COVID. Quand la crise COVID a commencé en mars 2020, Kinshasa est devenu rapidement l'épicentre de la crise avec la concentration de la plupart des cas et aussi des mesures de confinement strictes qui ont affecté le niveau de vie de la plupart des ménages. D'un autre côté, l'écosystème des données en RDC est très pauvre. Les derniers recensements datent de plus de 35 ans et il n'existe pas de registre social dans le pays. En particulier pour Kinshasa, il n'avait pas de carte de pauvreté disponible et il n'existe pas de programmes préexistants. Traditionnellement, tous les programmes de protection sociale et les programmes humanitaires étaient concentrés dans les milieux ruraux. Donc, il n'y avait pas un système qui pouvait être utilisé pour la réponse à COVID. Cependant, en termes d'opportunités, il avait un taux de couverture de plus de 80% de la téléphonie mobile à Kinshasa. Donc, en résumé, le gouvernement a fait face à un grand défi. Il fallait fournir un filet social à la population urbaine et il y avait besoin de construire un programme à partir de zéro, à distance et rapidement. Next slide. Donc, je vais présenter maintenant l'approche qui a été utilisée à Kinshasa. Et la première question, c'était comment identifier ou comment faire le ciblage de la population, tenant compte que pour le contexte COVID, il fallait faire à distance pour minimiser les risques de contagion. Donc, la première étape était essentiellement de faire un ciblage géographique. Ici, on a utilisé l'imagerie satellitaire et d'autres données géospatiales pour construire une carte des points chauds et de la vulnérabilité. L'idée est d'utiliser des indicateurs pour construire un score de vulnérabilité. Par exemple, à Kinshasa, nous avons utilisé des indicateurs comme la surpopulation, donc les zones avec beaucoup de gens où il y avait un risque élevé de contagion. Aussi, la précarité de construction et les zones à haute densité de bâtiments et les zones à risque d'inondation et une mesure de temps de trajet pour l'accès à l'emploi. Je veux souligner qu'il n'existe pas une méthodologie unique ou une base de données essentielle pour faire le ciblage géographique. La principale recommandation est de faire une analyse sur quelles données sont existantes dans les pays ou régions d'intérêt. Donc, avec cette méthodologie sur plus de 300 quartiers de Kinshasa, nous avons identifié 71 quartiers avec les scores de vulnérabilité les plus élevés. La deuxième étape, c'était maintenant qu'on a identifié les quartiers d'intérêt, comment identifier des personnes qui habitent dans ces quartiers. Et nous avons travaillé en partenariat avec les opérateurs de télécom. Donc, essentiellement, comme vous savez, les télécoms possèdent des informations sur nos téléphones et ils sont capables d'utiliser la localisation de ces antennes et les zones de couverture pour identifier avec un certain degré d'exactitude la localisation des clients. Donc, nous avons approché tous les opérateurs en RDC, nous avons signé des accords de confidentialité et travaillé avec eux pour obtenir des listes anonymisées des abonnés téléphone qui habitaient dans les 71 quartiers d'intérêt et qui étaient alors éligibles pour participer au programme. Aussi souligner que pour des raisons de confidentialité et de protection des données, nous avons demandé seulement d'obtenir des listes anonymisées, donc des numéros de téléphone sans aucune autre information personnelle liée. Et la troisième étape était alors de faire un filtrage davantage pour limiter les erreurs d'inclusion. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les informations sur la consommation ou l'utilisation des téléphones
pour identifier les personnes qui les comportements qui indiquent qu'ils sont plutôt riches. Donc, les gens qui ont une consommation mensuelle élevée ou des abonnements mensuels ou des appels à l'extérieur pour les enlever de la liste. Next slide. Donc, next slide, please. Donc, la prochaine étape, c'était désormais de faire l'enregistrement des bénéficiaires. L'idée, c'est de recueillir le consentement et l'information basique de ces personnes pour transformer la liste de téléphones que nous avons dans un registre de bénéficiaires. Donc, la première étape, c'était de mettre en place un système d'auto-enregistrement qui permet aux personnes de s'inscrire eux-mêmes et pour pouvoir le faire rapidement à une grande échelle avec, par exemple, des systèmes SMS, des plateformes USSD ou même des centres d'appel. Cet effort doit être accompagné par une forte campagne de communication ou de sensibilisation pour être aussi inclusif que possible. Donc, nous avons mélangé des technologies telles que les SMS, les IVR, donc les messages enregistrés, avec des approches traditionnelles comme le déploiement des points d'information ou des ambassadeurs. Et finalement, nous avons fait la validation du registre pour vérifier qu'il n'y avait pas de doublon ou la cohérence de la base de données. Next slide. Et finalement, la dernière étape, c'était de faire les paiements numériques. Ceci est assez standard pour tous les programmes de paiements numériques. Donc, la première étape, c'est d'ouvrir les comptes Mobile Money. Et ici, juste souligner qu'il faut tenir en compte la régulation et spécialement les KYC. Et puis, instruire les opérateurs pour faire les transferts sociaux. Et finalement, assurer que les bénéficiaires peuvent encaisser. Donc, qu'il y a un réseau de points ou d'agents de retrait. Mais c'est aussi très important d'assurer qu'il y ait un suivi et accompagnement de la prestation. Donc, qu'il y ait une ligne verte où les personnes puissent avoir des informations sur le programme, mais aussi des mécanismes de suivi comme des enquêtes pour distribution pour documenter l'expérience. Et, OK, next slide. Très rapidement, je vais partager les principaux résultats de cette expérience. Donc, en termes de vitesse, on a réussi à atteindre plus de 100 000 bénéficiaires dans 3 mois. En termes d'échelle, le programme a atteint plus de 260 000 destinataires directs, donc environ 1,3 million de bénéficiaires en direct, et dans plus de 114 quartiers pauvres de la ville qui ont reçu en tout presque 41 millions de dollars en transferts sociaux. Et souligner aussi des importantes réductions dans les coûts de prestations. Nous avons identifié au fait de calcul d'un taux d'efficacité de 94%, c'est-à-dire que pour chaque dollar investi dans le programme, 94 dollars sont allés directement aux poches des bénéficiaires. Next slide. Et pour finaliser, je voulais partager les principaux défis et risques que nous avons identifiés dans cette expérience dans 3 domaines. Donc, le premier, c'était en termes de ciblage. Et ce ciblage est quasi universel, c'est-à-dire que presque tout le monde dans son zone est éligible. Et ceci fonctionne lorsqu'on a une population homogène, c'est-à-dire tout le monde a plus ou moins les mêmes caractéristiques, tout le monde a les mêmes niveaux de pauvreté, ou tout le monde est affecté de la même manière par un choc ou par une crise. Cette approche n'est pas recommandée lorsqu'on a un programme qui doit viser avec un haut niveau de précision dans le ciblage où on vise à atteindre un groupe spécifique de la population, par exemple les ultra-pauvres. Pour donner un exemple, dans l'expérience de Kinshasa, on a eu seulement 36% de femmes parmi les bénéficiaires. Et bien sûr, c'est évident que si une personne n'a pas un téléphone, il était automatiquement exclu du programme. La deuxième leçon, c'est par rapport aux technologies. Lorsqu'on introduit des technologies avec des populations vulnérables, et tenant compte que normalement, ces groupes ont moins de connaissances numériques et peuvent être plus au risque. Par exemple, dans les programmes, nous avons beaucoup de personnes qui oubliaient leur compte PIN à plusieurs reprises
On a aussi réussi à identifier des cas de fraude, des personnes qui s'approchaient aux bénéficiaires et le faisaient renvoyer leur argent dans notre compte. Donc, pour ceci, il est très important de mettre en place de fortes stratégies de communication et sensibilisation et bien sûr accompagner des mesures de supervision et gestion des plaintes. Et finalement, en termes de réglementation, nous avons identifié que dans le cas de Kinshasa, le fait qu'on a eu une forte adhésion du gouvernement, c'était essentiel pour la réussite du programme, notamment pour assurer qu'il y a un cadre réglementaire adéquat. Nous avons dû faire des réformes, par exemple, de simplification du KYC, mais aussi pour avoir l'engagement avec l'opérateur télécom et réussir à avoir accès aux données. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et pour répondre dans les Q&A. Merci. On peut sauter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura, pour cette belle présentation. C'est très intéressant. Je vois déjà que cette présentation qu'il y a déjà des personnes qui ont posé des questions dans la section questions et réponses. J'invite tout le monde que vous avez des questions à y répondre. Nous avons des collègues qui peuvent aussi répondre en détail. La chose que je retiens vraiment de cette présentation de mon côté, c'est vraiment l'utilisation de différentes méthodologies, dont les images satellitaires. Donc là aussi, il y a probablement beaucoup de questions aussi de l'audience sur comment obtenir ces images, comment les traiter, etc. Et après aussi les données de la téléphonie mobile qui, comme tu as dit, sont anonymisées. Donc ça aussi, ça serait intéressant de savoir comment s'assurer aussi sur comment obtenir ces données et comment pouvoir être sûr qu'ils soient des données anonymes. Mais autre chose que j'ai retenu aussi, c'est la forte sensibilisation communautaire et aussi l'effet d'avoir des liens avec la communauté afin de pouvoir, de quelque manière aussi, vérifier et confirmer les ciblages parce que, comme on a dit, il y a toujours le risque de laisser certaines couches ou certains potentiels bénéficiaires hors du programme. Et finalement aussi, l'appui et l'engagement du gouvernement, je pense que c'est aussi très important, surtout dans certains contextes aussi très compliqués d'accès. C'est très fort important aussi d'avoir les gouvernements qui acceptent et qui voient la plus-value d'utiliser un certain type de méthodologie, même si avec tous les risques qu'ils comportent. Voilà, on passe maintenant à la dernière présentation avant le tour de table. Donc, s'il vous plaît, continuez à poser vos questions. Je passe la main à Majoudal pour la dernière présentation. À toi, Majoudal. Avant de revenir à la présentation, il y a le collègue Brice qui a souhaité passer un message avant que je ne puisse faire cette présentation. Je lui laisse d'abord passer. Merci beaucoup, Majoudal, et merci à Mirko. Oui, bonjour à tous les participants encore une fois. Donc, au niveau du PAM, tout à l'heure, la collègue Laura de la Banque mondiale a présenté un peu l'approche de ciblage à distance au niveau des individus, comment sélectionner des individus avec ces différentes approches. Mais nous, notre défi dans cette région beaucoup plus est le manque de données au niveau sub-admin 2, parce que pour ceux qui connaissent, nous avons ici le cadre harmonisé qui nous donne les données, les résultats au niveau admin 2, qui nous permet de prioriser. Mais après ce niveau-là, nous n'avons pas de données qui nous permettent de sélectionner les communes ou bien les villages les plus vulnérables. Donc, il était nécessaire pour nous de renforcer un peu notre système de ciblage géographique. Alors, par rapport à cela, il y a eu beaucoup de réflexions et il y a des réflexions au niveau régional. Déjà, la première, c'est l'utilisation des données satellitaires. Il y a nos collègues de l'équipe d'analyse géospatiale ici au bureau régional qui ont beaucoup travaillé sur ce qu'ils appellent le Cropland Change Analysis, qui consiste à regarder un peu les variations de végétation dans une zone donnée, à un point donné, dans un village donné, et le comparer peut-être à l'année dernière ou à une période de référence pour essayer d'estimer un peu si entre-temps cette zone est tombée dans la vulnérabilité ou pas. En dehors de cela, il y a également une initiative portée par nos collègues du siège qui est l'initiative Géotard,
qui consiste à mettre en place un indice de vulnérabilité géospatiale en utilisant les données satellitaires, mais non seulement ça, mais aussi d'autres données de vulnérabilité, et pour venir avec un système automatisé d'identification des couches les plus vulnérables à des niveaux subadministratifs. Et la troisième initiative, c'est ce que mon collègue Alarabaï va vous présenter tout à l'heure. C'est ce que nous avons été à faire au Tchad depuis 2 ou 3 ans et qui est en train d'être également répliqué dans d'autres pays comme la Guinée, comme la Gambie. Il s'agit là maintenant de prendre des données géographiques pour essayer de renforcer un peu le système de ciblage géographique afin de tomber sur les villages les plus vulnérables à identifier. Donc, je vais laisser Alarabaï pour la suite. Merci beaucoup. Bien, merci à Brice pour cette introduction qui situe un peu le cadre de cette analyse. Merci aussi au CALP de nous avoir donné l'opportunité de partager cette expérience avec les différents acteurs en matière de sécurité alimentaire ou dans d'autres domaines. Comme vous le savez bien, dans tous les pays, le PAM et ses partenaires adoptent une méthodologie de ciblage liée un peu aux réalités du contexte. Dans le cadre du Tchad, nous avons adopté une méthodologie de ciblage de type HEA, où dans les communautés, il y a un comité qui dresse la liste des ménages vulnérables sous un certain nombre de critères qui sont définis en lien avec l'insécurité alimentaire. Mais avant d'arriver au niveau village, il faut identifier justement ce village. Et dans les zones où le PAM a l'habitude de faire des activités, en réponse à la soudure, nous avons une bonne trentaine de départements qui reviennent souvent en situation de crise. Et dans ces départements, il y a un nombre suffisamment grand de villages, environ 20 000 ou supérieurs, qu'il faut analyser. Et donc, avec les ressources qui sont en diminution progressive, il va falloir réfléchir sur une méthode qui permette d'analyser à la fois tous ces villages pour en retenir les plus vulnérables. Et donc, l'opportunité s'est présentée à nous avec les produits d'observation de la Terre, où nous pouvons regarder un certain nombre d'indicateurs en lien avec les activités principales que réalisent les populations tchadiennes, à savoir l'élevage et l'agriculture. Et donc, si on peut avoir une analyse qui permette de saisir les réalités ou l'issue de la campagne probable pour chacun de ces villages, on est en mesure de pouvoir se prononcer sur le degré de vulnérabilité de ces différentes entités analysées. Et donc, en utilisant cette approche liée aux produits d'observation de la Terre, nous avons voulu régler 2 problèmes. Le premier problème, c'est le manque de données pour analyser ces 20 000 villages, par exemple, qui est nécessaire d'analyser toutefois. Et le deuxième problème, c'est de pouvoir désagréger les résultats de cadre harmonisé qui est au niveau 2, alors que nos interventions se passent au niveau 5. Et donc, cette méthodologie nous a permis de pouvoir régler ces 2 problèmes. Diapo. De tout temps, le PAM établit une priorité en termes d'intervention pour la réponse à la soudure. Lorsque nous avons les résultats du cadre harmonisé, bien évidemment, les départements qui apparaissent en crise sont les priorités pour l'intervention des acteurs humanitaires. Mais si vous avez 1 million de personnes à assister, il se pourrait que les ressources soient insuffisantes pour assister tous ces 1 million de personnes qui sont dans les zones identifiées en phase crise. Et donc, de tout temps, nous avons toujours participé à une analyse interne qui situe un peu les degrés de vulnérabilité de ces départements. Et donc, vous voyez un ensemble de données qui sont souvent manipulées pour faire cette analyse à des niveaux départements et au plus au niveau sous-préfecture. Ce sont nos enquêtes de sécurité alimentaire, les enquêtes SMART, le suivi des marchés que nous réalisons à chaque fois. Mais ça se limite au niveau département et au niveau sous-préfecture. Donc, des entités telles que le canton et le village dans lequel nous intervenons, nous ne disposons plus de cette information.
Et donc, l'utilisation des imageries satellitaires donne l'opportunité d'aller au niveau le plus désagrégé possible pour faire une priorisation qui respecte une certaine objectivité en matière d'analyse des données. Slide. Nous manipulons un certain nombre d'indicateurs. Donc, il y a une bonne dizaine d'indicateurs qui sont utilisés dans le cadre de cette analyse. Il y a les anomalies de pluviométriques liées à la saison, que ce soit en début, en fin, etc. Il y a les niveaux de température, il y a les niveaux d'évapotranspiration, le nombre de jours, etc. C'est un ensemble d'informations qui sont utilisées pour cette analyse. Et donc, il va falloir travailler sur l'utilisation de ces indicateurs en termes d'impact possible sur nos deux activités que nous avons présentées ici, à savoir la production agricole et les activités d'élevage. Donc, en temps de sécheresse, nous pouvons savoir comment mesurer l'impact de ces indicateurs sur la production et sur le niveau du pâturage. Et en temps d'humidité, parce qu'il arrive parfois que la zone soit beaucoup plus arrosée et donc au détriment des plantes qui sont implantées. Et donc, il va falloir aussi saisir la réalité d'impact lié à ces indicateurs. Donc, ces indicateurs, lorsqu'on les analyse, on peut hiérarchiser donc nos différents villages en fonction de la sévérité de la saison sur le déroulement de la campagne et sur les conditions d'élevage dans le pays. La carte que vous voyez à droite montre en gris les villages qui n'ont pas été priorisés et en vert les villages qui ont été priorisés suivant cette analyse. Et donc, l'indicateur permet donc de faire cette hiérarchie. Et vous voyez pour chacun des départements, si nous avons un nombre donné de villages à cibler par rapport au nombre de villages total du département, prenons le cas du Canem qui a plus de 2000 villages et qu'on doit cibler par exemple 300 villages parmi les 2000. Cette analyse permet donc de fixer dans l'espace les villages à prioriser. Et donc, apparaissent ici en vert tous les villages qui, selon cette analyse, ont été priorisés. Et on discute des résultats avec une équipe technique qui s'assure qu'effectivement, de par les informations disponibles, nous avons fait une bonne mesure de l'état de vulnérabilité de ces villages. Slide. En termes de leçons apprises, parce que ça fait plusieurs années déjà que nous faisons la mise en œuvre de cette activité, le ciblage consiste donc à identifier les zones les plus affectées par l'insécurité alimentaire et au sein de ces villages, identifier les ménages les plus potentiellement affectés par la situation d'insécurité alimentaire. Et donc, lorsque nous avons fait le ciblage, il est question de faire cette mesure avant l'intervention pour savoir si effectivement, dans ces villages, il y a une forte vulnérabilité liée à la sécurité alimentaire. Et donc, la carte présente en rouge les villages dans lesquels la consommation alimentaire pauvre et limite est assez élevée. Plus de 70% des ménages qui ont été enquêtés dans ces villages présentent un niveau de consommation alimentaire pauvre ou limite. Par contre, vous avez en jaune des villages qui ont une faible consommation alimentaire et donc probablement dans ces villages, la mesure de la vulnérabilité a entraîné un biais dans l'introduction des villages qui ne sont pas forcément les plus prioritaires. Vous voyez que dans certaines zones, davantage de ces villages qui ont un faible niveau de vulnérabilité liée à la sécurité alimentaire apparaissent tels que dans le Bata. Mais cela peut aussi être le reflet des discussions que nous avons bien souvent avec les autorités qui essayent d'amender le travail que nous faisons en termes d'analyse. Et donc, d'une certaine façon, les autorités n'ont pas forcément cette objectivité liée à la situation de vulnérabilité pour arrêter la liste des villages qu'il faut prioriser. Et donc, il faut faire parfois des compromis pour permettre d'avancer sur le processus. Donc, globalement, on peut dire que le ciblage des communautés lié à l'observation des imageries satellitaires
nous montre clairement que nous avons, pour la plupart, ciblé les villages dans lesquels le niveau d'insécurité alimentaire est aussi le plus élevé. Slide suivant. Comme vous le savez, le travail n'a pas été fait uniquement par le programme alimentaire. Il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent. Donc, l'Agence nationale de météorologie, c'est cet organe-là qui nous permet, qui font le suivi de la campagne en termes d'indicateurs que nous manipulons et qui peuvent apprécier le travail que nous avons fait. Et donc, les mesures d'impact que nous avons fait en temps de sécheresse, en temps d'humidité, ont été réalisées avec ce partenaire. Donc, nous avons défini ensemble, il va falloir travailler encore, mais ce n'est pas une méthodologie achevée. Il y a un travail qui a été fait et nous comptons toujours continuer à travailler avec l'Agence de la météorologie dans ce cadre. Sur la base des imageries satellitaires, et donc le PAM va extraire ces données, qui les traite et discute avec les différentes parties prenantes pour arrêter d'abord au niveau de l'analyse des techniciens, la liste des villages qui sera soumise aussi dans une discussion avec les autorités sur le terrain, etc. La mise en œuvre du ciblage communautaire, qui est une autre prochaine étape, s'est fait avec d'autres institutions, donc que ce soit des ONG ou l'Institut national de statistique. Et donc, on arrête une liste de villages et on déploie des équipes dans ces villages pour travailler avec les comités sur la base des techniques que nous avons arrêtées pour dresser la liste des ménages effectivement les plus vulnérables. Donc, c'est un processus inclusif avec tous les partenaires à chaque niveau qui peuvent apporter un plus à l'amélioration de cette méthodologie. Slide. En termes de limites, nous savons que cette méthodologie nous permet de résoudre beaucoup de problèmes liés à la subjectivité qu'on avait généralement avant lorsqu'on ne faisait pas ce type d'analyse. Mais il se trouve que dans certains départements où nous intervenons, nous avons très peu de coordonnées GPS sur les villages disponibles dans ces départements. Dans certains, nous avons jusqu'à 50%, dans d'autres, jusqu'à 90%. Et donc, nous n'avons pas non plus l'intégralité des villages qu'il fallait analyser dans le cadre de ces processus. Et les données des imageries satellitaires que nous manipulons apprécient indirectement les réalités liées aux conditions de sécurité alimentaire dans les zones. Donc, nous voulons bien avoir la mesure de la production agricole, nous voulons bien avoir les conditions dans lesquelles se déroule l'élevage pour mieux apprécier l'impact sur la situation de sécurité alimentaire. Mais comme il est impossible de faire une enquête quelconque dans tous ces 20 000 villages, on se résout donc à observer ces indicateurs de manière indirecte sur la façon où la campagne agricole se déroule. Il y a aussi un manque d'informations liées à des données très pertinentes sur l'accès au marché, sur les niveaux des prix, sur les données nutritionnelles, sur les opportunités économiques qui permettent aussi aux ménages, même si les conditions pour la campagne agricole ne se sont pas bien déroulées, ce sont autant des informations qui pourraient donc permettre d'avoir une mesure plus précise de la situation de sécurité alimentaire dans ces zones. Malheureusement, nous ne disposons pas de ces informations à l'heure actuelle pour pouvoir contribuer à cette analyse. Slide. Donc, en termes de perspective, effectivement, en lien avec ces limites que nous avons situées ici, il va falloir augmenter un peu la couverture en données GPS. Ces données GPS, nous pensons que nous pouvons réaliser des évaluations où nous allons dans les villages pour lesquels nous ne disposons pas de ces données pour avoir les données GPS de ces villages. Si le recensement avait pu être fait, nous aurions aujourd'hui une base conséquente pour faire des analyses. Actuellement, ces données ne sont pas disponibles et donc il va falloir compléter un peu les informations dans ce sens. Et lors de ces évaluations, on peut aussi, pour chaque village parcouru, demander le principal marché dans lequel ce village s'approvisionne. Et donc, permettre de faire la mesure de l'accès physique aux différents marchés pour les différentes communautés analysées.
Il faut aussi nouer des partenariats avec d'autres institutions, notamment FUSNET et autres, pour collecter les informations sur les prix. Et même si on n'a pas forcément ces partenariats, les enquêtes par téléphonie mobile peuvent être utilisées ici pour collecter un certain nombre d'informations utiles pour bâtir une analyse qui réponde mieux à nos besoins. Donc, les niveaux de prix, le suivi des marchés, le coût de la main-d'œuvre, les différentes opportunités de travail que les gens ont dans les différentes communautés peuvent être mesurées à travers des évaluations ou des enquêtes invent dans ces différentes communautés. Nous avons dit que les données nutritionnelles étaient importantes aussi pour apprécier la situation de sécurité alimentaire. Nous avons déjà des activités que nous menons dans certains centres de santé. Il est important à l'heure actuelle de bâtir sur ces acquis pour pouvoir disposer des données de suivi sur l'état nutritionnel des populations pour enrichir cette analyse. Mais l'amélioration aussi de l'utilisation de ces indicateurs sur les imageries satellitaires nécessite encore un travail que nous avons situé ici. On va travailler encore avec la météorologie nationale, d'autres agences aussi, pour pouvoir avoir une vraie mesure des impacts en lien aussi avec les spéculations qui sont développées dans différentes communautés. Parce que le niveau de température, le niveau des pluies, etc., dépendent aussi des spéculations qui sont mises en œuvre. Et donc, faire une analyse globale comme ça cache certaines spécificités liées à certaines. Donc, il va falloir travailler sur ça. Slide. Comme nous l'avons vu tout à l'heure en termes de leçons apprises, les imageries satellitaires offrent une réelle opportunité pour faire une analyse des vulnérabilités des différents gars. Certes, il va falloir faire des compromis parce que les discussions avec les communautés, les discussions avec les autorités ne sont pas toujours objectives et il va falloir toujours faire des concessions parce que, en fin de compte, c'est eux qui décident si ce travail a été bien fait ou pas. Et donc, il va falloir prendre en compte les revendications qui pourraient être aussi légitimes en lien avec un certain nombre d'informations que nous ne disposons pas forcément dans le cadre de cette analyse. Et globalement, cette méthodologie n'est pas forcément une méthodologie assez coûteuse. Et la mise à jour peut se faire à tout moment. Donc, il va falloir juste aller sur les satellites existants, extraire ces données et pouvoir faire des analyses pour permettre d'apprécier à tout moment l'état de vulnérabilité des communautés qui sont. Donc, voilà un peu en résumé le travail que nous avons fait avec les différentes lacunes liées à ce processus qui nécessitent des améliorations et qui nécessitent aussi des contributions des différents acteurs pour bâtir quelque chose qui sera utile pour l'ensemble de la communauté humanitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Majoudal. Merci beaucoup, Brice, pour cette présentation. Très intéressant aussi. Et là aussi, je retiens voilà, le fait que ça a été utilisé par les PAM dans le cadre aussi d'une intervention de sécurité alimentaire. Donc, c'est un secteur spécifique avec une complémentarité des images satellitaires, mais une forte aussi composante communautaire nécessaire, comme tu l'as dit aussi en conclusion, nécessaire afin de pouvoir vérifier et confirmer aussi que les données qu'on a récoltées et que les critères qu'on a utilisés soient corrects pour la communauté. Merci encore pour cette présentation très intéressante. Vu qu'on est déjà c'est déjà 1 heure passée, on n'a pas encore beaucoup de temps. Au moins, je voudrais vous proposer d'avoir quelques questions qu'on a pu avoir de la session questions-réponses. Vous continuez, s'il vous plaît, continuez à mettre vos questions si vous en avez. On commence déjà un peu une table ronde avec les facilitateurs. Donc, la première question, je propose pour toi, Rory, et c'est vraiment en quoi penses-tu que le ciblage à distance est-il important pour les programmes de transfert monétaire?
Fantastic. Thank you. I think in short, it's another tool to be used as well. It's an opportunity we've got to reach people in harder to reach areas, to make payments into those areas as well. So if, it's not important as a replacement, perhaps, for a whole other set of tools, which we've been using for a long time, but it's a good complementary tool as well. And I think all the panelists have highlighted this today as well. But like any tool, it has to be used correctly as well. There's no point in using a hammer when the problem calls for a screwdriver as well. So often the first thing I would suggest is really considering what the problem is you're facing as well. And as Laura explained with the World Bank example as well, they didn't just use one approach as well. So it's important to be layered with other approaches as well. So you can use it either to identify perhaps new areas or recipients, but I think it's really interesting to use it to sense check your existing understanding as well. Often I found when working in various countries that the communities, the regions, the governments, they know often where the vulnerable communities are, the vulnerable areas are. Often there's challenges with, perhaps neutrality or perhaps biases as well. So we can perhaps use some of this data to sense check what we already know as well. We don't need to, exclude the communities. We don't need to exclude the governments as well, or, start things from scratch as well. But, having that as a sense check, so we've got some, comfort about the level of exclusion and inclusion errors as well. And I think one of the main challenges, two benefits of remote targeting is the speed with which it can be done as well, if you have those relationships existing. And like I said at the start, the ability to reach into areas that perhaps we couldn't access before. So some of the Q&A sections have been around areas held by armed non-state actors perhaps, and remote targeting could potentially allow payments and people to be supported in those areas. Thank you. Thank you very much, Roy. Indeed, it's very interesting, and we all have to consider, in fact, that the technology has to help us not to complicate our life. Désolé, j'ai changé de langue sans me rendre compte. On peut passer à Laura avec une question aussi pour toi. Vous avez utilisé les images satellitaires et les images de données de la téléphonie mobile. Donc, une question qui vient du ONG national du Niger, c'est: est-ce que ces données sont accessibles à tous les organismes, peut-être aussi considérer les organismes locaux, ou y a-t-il des barrières comme des coûts, des personnes dédiées qu'il faut dédier à cette activité, des exploitations sécurisées de données, protection des données, etc. Merci beaucoup, Mirko. Et seulement dire aussi merci pour toutes les questions. J'ai essayé de répondre dans le chat. Et j'ai envoyé aussi un lien. Nous avons publié un paper qui explique en détail les processus de StepKey. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi regarder un peu plus en détail. Et par rapport à la question, je pense qu'il y a 12 aspects. Donc, d'abord, l'accès aux données et puis comment l'utiliser. Par rapport à la imagerie satellitaire, donc il y a des données qui sont disponibles et sont gratuites, sont accessibles pour le public en général. Il y a essentiellement deux bases de données. Une est donnée par les États-Unis et United States Geographical Surveys, et l'autre par l'Union européenne, the European Spatial Agency. Mais ici, ce sont des données qui n'ont pas autant de détails et aussi ne sont pas renouvelées très rapidement. Il existe aussi des services privés, par exemple Planet ou Digital Globe, qui ont des données beaucoup plus puissantes, mais ils sont privés, donc il faut payer et ça peut être assez cher. Donc, voilà, juste pour dire que ça dépend aussi, comme je vous dis, dans le cas de NRC, nous avons fait aussi un exercice de voir quelle information c'était disponible. Il y a aussi des informations, par exemple, Facebook. Donc, il faut voir quelle information vous avez disponible et comment on peut l'utiliser.
par rapport à données de téléphonie mobile, ces données sont typiquement appartiennent aux compagnies de téléphonie mobile. Donc, il faut travailler avec des accords d'accès aux données qui doivent être négociés et ça peut aussi, bien sûr, dépendre de la réglementation dans chaque pays, dans chaque contexte. Aussi, par exemple, parfois, ça dépend des relations de Power Dynamics. Donc, c'est un peu d'un cas par cas. Dans le cas de la RDC, comme j'expliquais, nous avons la chance d'avoir un fort engagement du gouvernement pour avoir réussi à avoir cet accord. Après, finalement, il y a des autres considérations. Par exemple, est-ce qu'on a la capacité à stockage, à gérer, à analyser, faire utilisation de ces données. Donc, bien sûr, avoir la capacité en termes de personnes, est-ce que ça dépend des données et de ce qu'on veut faire, mais on pourrait avoir besoin de data scientists, aussi avoir accès à certains logiciels comme ArcGIS ou logiciels de données. Et bien sûr, juste pour mentionner aussi des considérations comme est-ce qu'on doit assurer que les données soient traitées de façon propre, donc des considérations de respect et protection des données. Merci. Merci beaucoup, Laura. Peut-être très intéressant aussi ça. Peut-être si tu as l'occasion aussi de mettre des liens dans le chat là où les différentes personnes pourraient aussi avoir accès à les données qui tu as citées, ceux qui sont libres. Comme ça, si quelqu'un est intéressé peut déjà avoir accès et regarder ce qui est disponible. Merci beaucoup. On passe à une question pour les PAM, Majdoul. Est-ce que vous voyez un rôle pour les acteurs locaux dans cette approche ou pensez-vous au sein du PAM que c'est une approche qui est vraiment dédiée aux grands organismes internationaux parce qu'il y a des barrières comme aussi les coûts ou d'autres? Bien, merci. Je pense que la question posée au PAM va un peu en lien aussi avec la question tout à l'heure du collègue de la Banque mondiale. Il y a des aspects techniques liés aux capacités ou à l'accès de ces données que je n'ai pas forcément la réponse, mais il y a un collègue technicien qui est dans l'assistance. Je ne sais pas s'il pourra participer à ajouter des réponses à cette question. Maintenant, pour le cas du Tchad et pour la réponse liée à la soudure, tous les partenaires ont adopté les résultats du cadre harmonisé comme étant la porte d'entrée pour la réponse en matière de soudure. Et donc, tout ce qui doit être fait doit être en harmonie avec la démarche du cadre harmonisé, qui se veut d'abord inclusif, mais qui se veut aussi avoir à intégrer suffisamment de données pour pouvoir contribuer à une bonne analyse de la situation. Et donc, pour le PAM, nous voulons nous allier à cette démarche. Et donc, comme je présentais tout à l'heure, à tous les processus, que ce soit au niveau de l'analyse technique, que ce soit au niveau de la validation avec les partenaires de terrain, les services techniques de l'État, les autorités, c'est un atelier inclusif où tout le monde apporte quelque chose dans la discussion. L'appréciation des indicateurs sur les possibilités de la production agricole s'est fait en harmonie avec l'institution capable de pouvoir faire cette mission. Et les partenaires identifiés pour le ciblage doivent aussi connaître cette démarche, comme nous avons identifié suffisamment à temps l'INSET, l'Institut national de statistique, pour faire le ciblage communautaire participatif. Il a contribué aussi à enrichir les analyses. Et donc, en termes d'inclusion, dans le cours où, à moyen terme, nous voulons transmettre ce processus aux institutions étatiques qui devraient gérer ça. Donc, ceux qui sont dans le secteur de sécurité alimentaire vont gérer l'aspect lié à la sécurité alimentaire. Il y aura d'autres secteurs qui vont intéresser aussi nos réponses et les différents partenaires pourraient effectivement prendre le lead sur ces différentes activités. Mais en termes
de processus, je pense qu'il y a déjà cette volonté du PAM à mettre à la disposition des différents acteurs ces différentes extractions de données pour pouvoir contribuer à l'analyse. Maintenant, quitte à savoir est-ce qu'ils peuvent avoir directement accès, quelles sont les conditions d'accès, en ce moment-là, je n'ai pas l'information. Et donc, si le collègue Abdoulaye est dans l'assistance et qui pourrait bien répondre à ces aspects, je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Majoudal. Je ne sais pas si votre collègue est connecté, mais il pourra éventuellement mettre un message dans le chat. Vu qu'on est à la fin du temps, on n'a pas le temps d'aller vers d'autres questions pour les panels. Mais comme je vous ai dit, on va essayer de répondre à toutes les questions. Et ceux qui resteront encore sans réponse, on va vous les partager après. Merci beaucoup pour les panels. Merci à tous. Comme vous avez vu, très intéressant, la présentation introductive qui a été faite par mon collègue Rory a quand même fait ressortir les différentes méthodologies qui peuvent être utilisées pour le ciblage à distance. Et les deux présentations au Congo et au Tchad de la Banque mondiale et du PAM ont mis en évidence aussi les opportunités, mais aussi certains risques et certaines limitations de l'utilisation de cette méthodologie. L'important, je pense qu'il faut retenir que c'est des méthodologies qui peuvent aider, peuvent accompagner les autres méthodologies de ciblage que les différents organismes humanitaires utilisent déjà, mais qui ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Donc, il faut vraiment les accompagner avec d'autres modalités, notamment une consultation communautaire, au moins une vérification des données au niveau communautaire afin de s'assurer que les critères qu'on a utilisés respectent ce que, en tant qu'organisme humanitaire et en tant que population, nous, on demande vraiment. Donc, voilà, on est à la fin. Sophie, est-ce que tu peux partager? On a un tout dernier petit sondage pour vous, si vous pouvez répondre dans quelques instants. Donc, sinon, comme je vous ai dit, on va vous partager les différents, on va mettre en ligne les enregistrements ainsi que les différentes présentations qui ont été présentées aujourd'hui. On va aussi vous présenter, vous envoyer un document là où on va répondre avec les panélistes sur éventuellement des questions qui n'ont pas encore eu de réponses aujourd'hui vu le manquement du temps. Et on va aussi, les jours à venir, publier un blog pour résumer un tout petit peu les différentes discussions et aussi voir les opportunités, mais aussi les limites de l'utilisation de cette méthodologie de ciblage à distance. Voilà. Donc, je vous remercie. Je voudrais, avant de clôturer cet webinaire qui en est déjà à la fin, je voudrais tout d'abord vous remercier vous tous, que vous avez soumis beaucoup de questions très intéressantes. J'espère que le webinaire a été utile aussi pour lancer une réflexion, même si certains parmi vous ont dit qu'ils n'utilisent pas des méthodologies de ciblage à distance, mais j'espère que ça vous a aidé quand même pour lancer la réflexion. Un très énorme merci aussi aux panélistes, Laura Bermeo de la Banque mondiale, Majoudal et Brice du PAM. Je remercie aussi mes collègues, Rory en prémisse, mais aussi tous mes collègues qui sont derrière. Je ne sais pas si vous voulez activer un instant la caméra. Je remercie aussi les interprètes qui nous ont aidés à traduire ce webinaire. Donc, c'est une partie aussi très importante pour pouvoir être accessible aussi à toutes les personnes dans la région. Voilà. Donc, avec cela, je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire qu'on aura après l'été. Merci beaucoup et bonne fin de journée et bonne matinée à tout le monde. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.